کنفرانس در شهرداری منطقه 5 پاریس با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. فراخوان به تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حاکمیت آخوندی. همبستگی با هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه. Eh bien, voyez, vous êtes encore là, nous sommes encore là, et ça pourrait paraître un peu répétitif, mais là, je pense que la mémoire et l'objectif poursuivi exigent cette répétition, exigent que nous soyons encore là et que nous puissions convaincre une par une toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Car plus la pression sera grande, plus l'opinion publique changera, bougera un peu, plus cet ignoble crime sera possiblement reconnu par les instances internationales jusqu'à la Commission des droits de l'homme, ce que nous souhaitons, qu'il y ait une enquête particulière, comme il y en a eu une d'ailleurs, qui est arrivée sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, et qui nous a à nouveau alertés. Mais vous voyez, cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies date du 31 octobre, il y a quelques jours. Et il a qualifié lui-même l'exécution des 30 000 personnes dont nous avons vu quelques-unes des faces, quelques-unes des figures en rentrant ici, de crime contre l'humanité. À l'époque, en 88, la notion même de crime contre l'humanité était un peu floue. Et puis, les tribunaux internationaux étaient balbutiants. Il n'y avait pas véritablement de justice internationale vers qui se tourner. Vous savez, l'histoire est sans mémoire. Il faut répéter, je le répète, répéter, répétons. Même les crimes les plus ignobles habituent à l'oubli. Bien sûr, on l'a pensé, bien sûr, on le sait bien, mais ça n'est pas suffisant pour que la pression soit assez forte. Alors, n'oublions pas comment ça s'est passé. D'abord, il y avait eu l'arrivée de M. Khomeini. C'était 79, il y a longtemps déjà. Je me souviens de son arrivée et de son accueil en France et de la générosité dont nous avons témoigné pour qu'il puisse profiter de ce séjour, et nous lui avons offert des facilités nécessaires d'ailleurs pour un banni. Nous n'avions pas exactement compris ce qu'il représentait de haine et de barbarie. Et puis, il y a eu la guerre Iran-Irak immédiatement, 80-88. Donc en 88, après la guerre, après un essai d'équilibre sur les fronts, et sans doute Khomeini a voulu marquer sa détermination une fois de plus, montrer au peuple iranien. Alors il a décidé, et c'est ça que je voudrais un tout petit peu souligner, parce que cet homme parlait au nom de Dieu. Une fatwa s'est prononcée au nom de Dieu, c'est-à-dire qu'au nom de Dieu, l'imam Khomeini a prononcé la mort de 30 000 personnes sur des mois et des mois. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu quelques hésitations à peine. Et ce qui est formidable dans cette affaire, ce qui atteint un sommet de la barbarie, c'est que grande partie des 30 000 victimes étaient déjà en prison. Déjà en prison. Et certains allaient être libérés. Certains avaient accompli leur peine.
Alors on est allé les chercher. Et puis il y a eu des commissions de la mort, c'est une jolie expression. Commission de la mort. Il y a un homme qui faisait partie des commissions de la mort. Les commissions de la mort, en général, ils étaient 5 et ils prononçaient oui ou non. Beaucoup plus de oui que de non. Et donc, suivant ce qu'on disait, et en gros, c'était « Est-ce que vous êtes en accord avec la politique des Moudjahidines du peuple ?» On répondait oui, on était fusillé immédiatement. On répondait non, on était fusillé un peu plus tard. Eh bien, il y a un homme, voyez-vous, c'est ça qui m'a le plus révolté, mais il faudrait analyser la société iranienne maintenant dans le détail. Il y a un homme qui faisait partie de cette commission de la mort et qui est maintenant ministre de la Justice, cette crapule. Il s'appelle Ali Reza et il est ministre de la Justice en Iran, dans le gouvernement de M. Rouhani, dont on dit qu'il a tellement changé par rapport au gouvernement précédent, il est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus doux. Voilà, ce sont les mêmes. Alors il y a toute une liste, parce que je me suis documenté, il y a toute une liste invraisemblable, il faut que vous vous procuriez ces livres, des gens qui ont été à l'origine de ces, enfin obéissant évidemment au guide, mais à l'origine de l'arrestation, nouvelle arrestation, ou aller les chercher en prison, ou arrêter les autres, les complices, et de l'assassinat de ces 30 000 personnes qui sont dans les rouages d'État, à des postes élevés dans les rouages d'État de l'État iranien. Alors maintenant, et j'en termine, dommage d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un des crimes les plus effroyables intellectuellement, si j'ose dire, sentimentalement qu'on puisse faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut insister, c'est le moment, surtout au moment où la discussion autour du document que M. Rouhani, enfin que le gouvernement iranien a accepté de signer sous l'insistance du président Obama, et avec d'ailleurs la France et avec les pays du groupe de contact. Ce document est remis en question. Les preuves dont il faudrait examiner de bien fondé à chaque fois de la poursuite des efforts vers l'arme atomique de la part des Iraniens sont souvent publiées. Et maintenant, je crois que l'alerte, ce qui s'est passé aux Nations Unies et l'insistance du secrétaire général Guterres font que le moment est venu de publier le plus possible, de signer le plus possible l'exigence que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui siège à Genève, soit saisie, parce que, à tous les niveaux, exiger qu'il y ait une enquête pour que ces victimes soient reconnues comme étant les victimes de la barbarie et de la théocratie. Ce n'était même pas un assassinat politique. C'est le moment qu'on fasse parvenir par tous les moyens possibles, à tous les niveaux, au moment où s'ouvre au commerce international le territoire iranien, qu'on exige une fois de plus que notre mémoire revienne, que l'on se souvienne ou que l'on apprenne combien cet homme à qui nous avions donné l'asile a été l'exemple même du raffinement dans la cruauté et, comment dirais-je, de la trahison politique que représente un tel geste, aller chercher en prison les gens qui avaient déjà été ou non inculpés, pour que, en passant dans cette salle, on se dise qu'on n'a pas fait seulement de contempler, on n'a pas fait assez en contemplant leurs photos, mais qu'on puisse faire bouger un peu la République. Alors quoi, il y a 40 ans presque. Mais regardez, Mladic vient d'être condamné. Tribunal qui s'est d'ailleurs fermé, c'était un tribunal spécial pour les crimes commis en Yougoslavie, mais il a été condamné 22 ans après. Donc on peut encore exiger
que la justice internationale se saisisse, que ce ne soit pas seulement les dictateurs africains qui en pâtissent, mais bien d'autres. Et je crains, et je serais heureux de le faire à chaque fois, de vous retrouver, chers amis, puisque ce sont souvent les mêmes, parce que nous aurons cette fois-ci fait avancer les choses et permis que la justice passe, non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour que leurs familles puissent un peu respirer en paix. Merci. Merci. Je voudrais tout d'abord commencer par vous dire que je suis très émue d'être ici, dans cette salle, et je voudrais remercier Madame la maire, je prends mes positions, Florence Berthoud, de nous avoir accueillis pour nous permettre de nous enrichir les uns avec les autres. Je crois que l'exercice que nous devons faire aujourd'hui, c'est un exercice de réflexion collective. Le but étant que nous puissions être chaque fois plus performants dans notre défense des droits de l'homme. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous vous souvenez, à la fin du gouvernement du président Obama, la signature de l'accord sur le nucléaire, accord international, qui avait généré chez beaucoup l'espoir finalement que l'Iran pouvait être amené à jouer dans la ligue des pays respectables. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous avions eu un ballet de charme de M. Rouhani qui avait visité la moitié du monde. Il était même allé visiter le pape François pour nous convaincre tous de ses bonnes intentions. Il répétait sans cesse qu'il y aurait un nouvel Iran, un Iran respectueux des droits de l'homme, respectueux des droits civiques. Et tout cela devait être un espèce d'abonnement pour l'accord qui allait être signé et qui allait favoriser l'Iran avec plus de commerce, la levée des sanctions économiques, l'accès aux marchés financiers du monde, dans le but que l'Iran ne continuerait plus à travailler sur son projet du nucléaire. Quelques mois plus tard, puisque ce ne sont que des mois, même pas un an, nous nous retrouvons devant un Iran qui a dévoilé toute sa face. Et nous, en tant qu'Européens, en tant que Français en particulier, nous devons réfléchir et nous devons prendre des positions. Et pour ma part, je crois que dans cette réflexion qui est la nôtre, commune à toute l'Europe, je crois que nous nous sommes laissés prendre au piège, un piège de la rhétorique, mais un piège dangereux, celui de vouloir séparer les affaires du nucléaire de tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme. Donc, prétendre que l'on ne peut que s'occuper que du nucléaire en espérant qu'en s'occupant du nucléaire, on finira peut-être après par régler les choses du point de vue humain et des droits civiques de la population, de ce qu'on peut appeler la politique intérieure d'un régime, c'est une grosse erreur, c'est une grosse méprise. Et en fait, c'est tout simplement alimenter le monstre. Et ce que nous avons fait avec cet accord nucléaire, c'est d'alimenter ce monstre qu'est le régime des mollahs en Iran. Les résultats sont là, visibles. Ils sont là devant nos yeux. D'abord,
un flux économique qui s'est aiguillé, qui est rentré en Iran avec le commerce que les pays du monde voulaient faire dans le marché iranien, qui a convergé vers une seule organisation, celle des Pasdaran. Ce qui n'est qu'une preuve additionnelle que l'effort du nucléaire d'apaiser pour obtenir des améliorations du point de vue financier et économique était une façon de renflouer les caisses du régime iranien pour continuer sa guerre, qui est une guerre vers l'intérieur, qui est une guerre pour éliminer l'opposition interne, et c'est une guerre évidemment aussi extérieure pour s'imposer dans la région et dans le monde. Ce sont ces Pasdaran qui ont multiplié les exactions en dehors de l'Iran. Ce sont eux qui sont en Syrie, ce sont eux qui sont en Irak. Mais ce sont eux aussi qui financent les organisations comme le Hezbollah au Liban et comme les organisations terroristes qui finissent par mettre des bombes en Égypte, mais aussi par mettre des bombes ici en France, en Belgique, en Allemagne. C'est-à-dire que cette politique qui se voulait d'apaisement, de conciliation pour donner l'opportunité à l'Iran de rentrer, si vous voulez, dans la communauté des pays respectables, n'a été qu'un blanc-seing donnant à l'Iran les moyens financiers d'augmenter son agression de par le monde, agression nécessaire pour pouvoir survivre comme régime en exploitant et en dominant le peuple iranien. La réaction, on l'a vu la semaine dernière, une première réaction. Donc je crois qu'une première réaction, c'est une prise de conscience au niveau international à travers, oui, le président des États-Unis qui a pris position. Une deuxième tout aussi courageuse, très nécessaire, très importante, celle de la semaine dernière. Des pays qui se sont réunis sous la convocation et sous l'égide du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salem, qui a créé cette coalition militaire pour lutter contre le terrorisme. Et c'est évidemment une coalition qui cherche à montrer du doigt non seulement le terrorisme qui prend forme dans la région, mais son instigateur principal qui est l'Iran. Et que c'était nécessaire non seulement que le monde prenne conscience de ce qui se passait en Iran et freine, mais aussi que les pays de la région se mobilisent et prennent des actions concrètes pour freiner l'expansion terroriste de l'Iran. Donc, comme on le voit, à travers toutes ces réactions, nous sommes à même de nous poser la question si nous avons bien fait avec cet accord nucléaire. Et il y a un élément que M. Kouchner a mentionné, qui je crois est très important, c'est le rapport présenté par le secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale de l'ONU sur les droits de l'homme. Et c'est un rapport très très important parce que, pour la première fois, devant le monde, on ose dire tout haut ce que tout le monde sait et se dit tout bas, c'est que l'Iran ou le régime iranien qui sévit contre le peuple iranien est le responsable de crimes contre l'humanité qui n'en finissent pas. Le rapport est totalement accablant. D'abord, je pense qu'une des mesures de l'horreur d'un régime, c'est toujours le sort des enfants. Si on ne se rebelle pas
contre le sort des enfants, on accepte tout. Et là, en Iran, l'ONU est en train de nous montrer l'augmentation des exécutions d'enfants pour des raisons politiques et religieuses. C'est dire l'horreur d'un régime qui lui-même viole ses propres lois. Parce qu'il faut aussi le dire, en Iran, l'exécution des enfants n'est pas permise. Et cependant, ces exécutions augmentent de jour en jour, malgré le fait que Rouhani s'était promené ici en Europe pour nous convaincre tous que tout cela avait changé. Eh bien, depuis le deuxième gouvernement de Rouhani, ces exécutions d'enfants ne font qu'augmenter. Deuxième élément, l'acharnement contre les défenseurs des droits de l'homme. Vous et moi, si nous étions en Iran, nous serions en prison et nous serions en vue d'être exécutés. Heureusement, nous sommes ici, à Paris, dans cette mairie du 5e, maison de la liberté et de l'expression du peuple. Le rapport parle aussi des tortures, des traitements cruels, des traitements dégradants et inhumains. Alors, il faut s'imaginer le poids que ces mots représentent dans un rapport qui est soumis à la pression du gouvernement iranien, qui n'a de cesse de relire les points et les virgules pour éviter que ces mots n'apparaissent imprimés à l'encre et distribués parmi tous les représentants de tous les pays du monde. Eh bien voilà, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont réussi à faire pendant très très longtemps, c'est-à-dire à mettre un veto sur ces dénonciations. Alors, l'Europe s'est-elle trompée? Eh bien, je crois que oui. Je crois que l'Europe s'est trompée et je crois que il nous faut le dire depuis notre présence ici dans cette salle. Il faut rappeler en particulier à la personne qui est responsable des affaires, des relations internationales, des affaires étrangères de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini, qui, avec beaucoup de circonvolutions et en faisant toutes sortes d'efforts, essaie d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire son soutien envers et contre tout d'un accord nucléaire violé par les uns et dénoncé par les autres. Ceci est grave, parce que ne pas l'exprimer, ne pas dire que cet accord va contre ce qu'est l'Europe, c'est oublier la raison d'être de l'Europe. En se disant « Oh, finalement, on va faire un accord pour essayer d'obtenir de l'Iran un retardement de ses prétentions nucléaires en faisant, en regardant ailleurs, en fermant les yeux sur la souffrance du peuple iranien, de ses enfants, de ces femmes, de ces hommes qui n'ont plus le droit de s'exprimer, qui n'ont le droit que de respirer en courbant le dos sans regarder ailleurs, de peur d'être pendus. Quel est notre devoir? Eh bien, notre devoir, je crois, est celui d'exiger la justice. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de civilisation sans une justice. Cette justice, elle doit d'abord prendre forme dans les événements que nous avons relatés ici, qui font partie de ce qui pour nous est important, la massacre de 1988. 30 000 personnes ont disparu. Nous avons vu leurs photos, leurs regards qui nous poursuivent. Pour la première fois aussi, dans ce rapport de l'ONU, on mentionne
les répercussions de ce massacre et de ces efforts de ces familles pour essayer d'obtenir justice à l'intérieur de l'Iran. Nous savons par exemple que M. Kouchner nous le rappelait, l'absurde de l'absurde. Celui qui a été le bourreau, qui faisait partie de ces commissions de la mort, qui a sur lui la mort de 30 000 personnes, est aujourd'hui ministre de la Justice. Alors, il nous faut nous battre. Et il nous faut nous battre pour demander d'abord à l'Europe de revenir sur ce qu'elle est, d'exiger que les droits de l'homme passent avant tout, et de demander à l'ONU de donner une initiation à l'investigation sur ce qui s'est passé en 1988. Il est important qu'une commission d'investigation soit nommée au sein du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme. Le Haut-Commissaire est en ce moment un prince jordanien qui a lui-même participé dans la création de la Cour pénale internationale. Et c'est à lui que nous nous adressons en lui demandant de ne plus laisser passer le temps, d'agir immédiatement pour qu'une enquête soit ouverte qui nous permette rapidement de faire venir les criminels devant la justice internationale pour que finalement justice soit faite et pour que, parce que justice est faite, ces crimes-là ne continuent pas à se manifester en Iran aujourd'hui. Merci.